Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya. Aujourd'hui, je faisais un peu de rétrospective. Je me demandais, mais pourquoi mon pays, la RDC, est dans toute cette merde? Pourquoi le monde entier, l'Occident et toute l'Afrique gardent un silence coupable et profond? C'est tout ce que la République démocratique du Congo subit. Quand il y a un événement au Mali, au Niger, on en parle partout. Quand il y a un fait en Palestine, on en parle partout. On se plaint. Aux Nations Unies, ça bouge dans tous les sens. Mais pourquoi, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, personne ne veut parler de ce pays? Est-ce qu'ils détestent les Congolais à ce point? Ou il y a une autre raison qui fait cela, ce silence complet? Quand bien même il soit enregistré le massacre de 12 millions de Congolais au niveau des Nations Unies, c'est documenté, c'est motus et bouche cousue. On n'en parle pas. Je me pose des questions, pourquoi? Et là, je commence à penser, je me dis, on a eu Kasavubu. On l'a fait partir. On a eu Lumumba. Ils l'ont tué. Mobutu est arrivé. Ils l'ont gardé pendant 32 ans au pouvoir. Et qu'est-ce que Mobutu fait pendant ces 32 ans? Il implante des étrangers dans l'administration du pays. Il implante des étrangers dans la politique interne du pays. Quand à la coopération internationale, il y avait un ministère de la coopération internationale du temps de Mobutu, et si le pays devait recevoir des bourses d'études pour les Zaïrois de l'époque, ce n'était pas le Zaïrois ordinaire qui en profitait, mais c'était des Zaïrois d'une autre catégorie. Je ne suis pas homophobe, mais je vais le dire, c'est la vérité. C'était des Rwandais. C'était les Rwandais nous, on croyait vraiment Zaïrois parce qu'on les voyait là, qui recevaient ces bourses d'études. Ils allaient étudier à l'étranger ou des bourses d'études et ils étudiaient au pays même. On avait des bonnes universités. À ce temps-là, nous, on était tout petits. Même tout en étant petits, on pouvait voir que ça fonctionnait, tout était bien. Je me rappelle, en ce temps-là, on voyait les bus d'universitaires venir dans les rues, ramasser les étudiants qui portaient. Vous vous rappelez, il y avait des longs chapeaux comme ça, là, des très longs chapeaux avec des armoiries par-dessus, des affaires qui pendaient comme ça. Et nous, ça nous émerveillait, les étudiants d'université ou des instituts supérieurs en ces temps-là, portaient tous ça. Les étudiants qui allaient à l'ISP, pour nous qui sommes nés à l'est du Congo, à Bukavu, j'habitais Bagira, et on voyait cet autobus, l'autobus des étudiants venir. Et ça partait de la place qu'on appelait la zone, donc c'est parce que c'est là qu'étaient les bâtiments administratifs de la zone, et ça descendait dans tous les quartiers. Ça venait entre le sentier Kama, est-ce que c'était entre Kama et Aroui, mais je pense il y avait le camp PM qui était à côté. On entendait le bus venir, il klaxonnait, ping, et les étudiants commençaient à sortir de leur maison, aller à des endroits désignés où le bus va prendre des étudiants dans un sens, revient et prend des étudiants dans l'autre sens. Le pays était si bien ordonné et si bien organisé à ce temps-là, à notre vue de jeunes. Et les étudiants rwandais semblaient avoir des privilèges que d'autres étudiants n'avaient pas. On ne pouvait pas comprendre parce que nous, en ce temps-là, on ne faisait pas vraiment une grande distinction.
On était enfants, on était jeunes, le pays était ce qu'il était. On voyait des Rwandais, mais c'était des Zaïrois. Il y a un Rwandais qui m'a dit que eux, ils avaient la bourse que Mobutu donnait à eux. Hein. On a étudié avec eux, mais on se demandait pourquoi eux n'avaient jamais de problème d'argent quand on nous retournait parce qu'on n'a pas payé les Minerval que vous avez payé prime aujourd'hui, ou d'autres problèmes d'ordre financier. Eux n'avaient jamais ce problème. Jamais alors, au grand jamais. Alors il m'a dit, ils avaient la bourse d'études que Mobutu donnait. La bourse d'hospitalité légendaire. C'est de là que c'est parti ces affaires-là. Donc nous, on nous a amadoués, nous, Zaïrois congolais, pour qu'on ne puisse pas se plaindre quand on donne aux étrangers tout ce qu'on pouvait donner. C'est ça. Donc, il y avait la bourse d'hospitalité légendaire. Il y avait la bourse qui recevait des Nations Unies, donc parce qu'ils étaient réfugiés chez nous. Oui, ils recevaient cette bourse-là des Nations Unies parce qu'ils étaient réfugiés chez nous. Et il y avait aussi une bourse d'études octroyée par le ministère de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement primaire et secondaire, tout ça. Ils avaient ça, mais nous, Zaïrois, on n'avait pas ça. C'est ainsi qu'on a implanté ces Rwandais partout chez nous. Vous allez à la Gécamine, ils étaient dans tous les postes de direction, ils étaient là. Je ne voyais même pas d'ouvriers rwandais. Ils n'étaient pas là comme ouvriers. Les ouvriers qui creusaient, qui bûchaient comme des malades, c'était des Congolais, des Zaïrois. Mais les Rwandais étaient en des postes de direction, de commandement, des choses comme ça. Gécamine exploitation, c'était eux. Gécamine développement, on n'en parle pas. C'était vraiment mur à mur, les Rwandais. On regardait les plus grandes pharmacies dans Lubumbashi. Quand j'étais à Lubumbashi, là-bas, il y avait une grosse pharmacie à la place de la Poste. Là. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelait, une grosse pharmacie qui était peinturée blanche comme ça. C'était des Rwandais. Donc, tout était rwandais, mais on ne s'en rendait pas compte. Vous allez à la BCZ, qui était à côté, Banque commerciale zéroise, il y avait la Banque du Zaïre, il y avait beaucoup de banques là-bas. C'était des Rwandais. Maintenant, à la présidence, le directeur de cabinet de Mobutu, le chef du personnel, Bisengimana Rwema, prétendu né à Idjwi, chez nous. Mais quand vous allez là-bas, vous ne voyez aucune assise de Bisengimana là-bas. Ils ne sont pas nés là-bas, ils ne sont pas citoyens de là du tout. Mais, c'est-à-dire, on va juste venir les créer de toutes pièces une identité à ces gens-là. On dit qu'ils sont d'Idjwi. Et ils n'étaient pas seuls qui venaient d'Idjwi. Il y en a d'autres. Si je cite les noms des gens, je vais créer des problèmes. Alors, je vais créer des problèmes aux gens que je ne peux pas protéger. Alors, je vais seulement laisser passer. Je vais parler de Bisengimana. Alors, quand je parle de Bisengimana, vous n'avez qu'à regarder maintenant qui sont les gens qui étaient autour de Bisengimana et vous comprendrez qui sont ces gens dont je parle. Des Rwandais. Partout. C'était des majors dans l'armée, des colonels, c'était des médecins, c'était des avocats, ils étaient des conseillers des ministères. Ils étaient alors partout, pendant que les Congolais eux-mêmes n'y étaient pas. Mobutu nous a laissé ce problème. Quand Mobutu disait « Avant moi, c'était le chaos, après moi, sera le déluge », Mobutu savait exactement ce qu'il avait planté, le mauvais grain qu'il a planté chez nous. Un mauvais grain qui était planté, à un moment, il devait pousser. Il a poussé quand? Quand Mobutu est chassé du pouvoir, le grain pousse. Il vient sous forme de AFDL. On voit Laurent Kabila qui arrive avec la poussée. Ces jeunes poussent de mauvais grains. C'était des Rwandais qui arrivaient pour se joindre aux autres Rwandais déjà implantés. Et on a déversé les Rwandais complètement dans notre pays. Mur à mur, partout. Ils ont pris la défense, ils ont pris le ministère des Affaires étrangères. Ils étaient
des vice-présidents, des Rwandais, tout ça. Et les Congolais regardaient. Et les Congolais, on nous avait conditionnés d'une certaine manière qu'on ne voyait pas le danger arriver, pendant que le danger était là, visible. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On tue Kabila. Et de nulle part, comme d'une génération spontanée, on a un Kabila qui arrive, Joseph Kabila. Oh! Qui n'est pas connu par des Congolais, même qui n'est pas connu des enfants de Kabila, papa en tant qu'enfant de Kabila. Ils le connaissent autrement, mais pas en tant qu'enfant de Kabila. Mais c'est lui qu'on nous présente comme étant un Kabila. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la plante vient de pousser, le mauvais grain que Mobutu avait laissé, ça a poussé. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant arroser la plante. C'est qu'il renforce la présence des Rwandais. Et comme l'agenda était découpé une partie du pays, donc la partie est complètement, donner ça au Rwanda, on a fait ça d'une manière sournoise, au point que les Congolais n'ont pas vu et n'ont pas su que le pays était déjà parti. Quand on nous a mis 500 officiers rwandais dans l'armée et la police et dans l'administration des Rwandais partout, et d'autres Rwandais que nous on croyait zaïrois, congolais à l'époque, mais qui, du jour au lendemain, c'est eux qui ont des postes par-ci par-là, ils sont directeurs, ils sont ceci, ils sont là. Jusque-là, les Congolais ne comprennent pas ce qui se passe. On les caressait dans le sens du poil, mais le pays était déjà parti. On nous apporte une constitution qui dit, oh, pour la paix en Afrique, le Congo peut donner une partie de son territoire. Oui, donc le Congo peut donner une partie de l'Est au Rwanda. Le Congo peut donner une partie du Nord à la République centrafricaine et au Soudan. Le Congo peut donner une partie de l'Ouest au Congo-Brazzaville. Le Congo peut donner une partie au sud de à l'Angola. Vous comprenez? C'est que cette constitution-là voulait dire, cet article-là qui nous disait cela. Donc, à un moment, il n'aurait pas existé de Congo du tout. Et ça se ferait en toute douceur. Alors, qu'est-ce qui allait arriver? On allait se retrouver un matin, juste un matin comme ça, déclarer du haut de la radio et télévision que le Congo changeait de nom, il devenait Rwako, peut-être Rwanda, et on avait maintenant un président rwandais, officiellement, pas comme Kabila était là, l'administrateur rwandais chez nous, au Congo, mais vraiment un président rwandais. Donc, tout s'est décidé maintenant à Kigali officiellement. C'est pour ça que Kigali représentait la République démocratique du Congo. Kagame, quand on parlait du Congo, c'est lui qui levait la main pour parler. Ce n'était même pas Joseph Kabila, c'était Kagame. Et les Congolais ne savaient pas que le pays était parti. C'est ainsi que quand Tshisekedi arrive de manière inattendue, ils n'ont pas eu peur de Tshisekedi, parce qu'ils se disaient tout est déjà fait, la table est mise, il n'y a plus personne qui pourrait quelque chose, donc on est bien. L'Assemblée nationale, c'est entre les mains de Mabunda, le Sénat, c'est avec Tambwe Mwamba, on a la Cour constitutionnelle avec des gens à crédibilité douteuse, tout était miné complètement, le pays était parti. Tshisekedi arrive. Tshisekedi subit des abus de toutes sortes, des intimidations de toutes sortes. Mais il est d'une endurance morale, psychologique hors du commun. Et surtout, il sait faire l'opossum. Il jouait le mort. Et il se dit, oh non, il est mort, il est laissé pour mourir, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien là-bas. Et on passait, oh Chinarambo, oh Raïs, Raïs. Qui c'est qui regardait ça? Il disait, je vous tiens à l'œil. Petit à petit, de fil en aiguille, sans faire du bruit, il a commencé à couper l'herbe sur leurs pieds. Et
Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Ces élections, comme Tshisekedi dit, ezalaki likambo ya mabele. Oui, ezali likambo ya mabele. Si vous regardez comment on pouvait opposer à Tshisekedi d'autres candidats présidents, mais qui ne sont pas congolais et qui sont là avec des moyens colossaux, ça nous dit vraiment ce qui se passait réellement. Je comprends les secrets d'État. Tshisekedi ne voulait pas nous dire ouvertement, comme quand il dit Ezali Kambwa Mabele, il n'entre pas en détail pour ne pas, disons, paniquer la population, mais la situation était vraiment grave. Un jour, j'ai demandé à un officier militaire du Canada, j'ai dit, pourquoi mon pays, moi j'ai demandé pourquoi mon pays d'origine doit subir tout ça et que le monde entier se tait. Il m'a dit, toi tu viens de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il a dit, je vais te dire quelque chose. Les pays africains recevaient chacun sa quote-part de ce qu'on recevait, on prenait du Congo. Tous les minéraux qu'on exploitait, les fonds alloués à l'aide des Congolais, tout ça, se partageaient entre les dirigeants africains. C'était une manne. C'était une table où tout le monde se servait. C'est ainsi qu'ils avaient intérêt à se taire et jouer le jeu. Au niveau international, on recevait tout ce que l'on veut du Congo sans signer un contrat quelconque, sans s'engager et sans subir de pertes. C'était un gain à 100% et plus de 100% d'ailleurs. Si on donne 100 $, on reçoit 20 000 $. Si on donne 50 $ à Kagame pour qu'il fasse ceci, il va nous retourner 1 milliard de dollars. Alors, tu comprends ce qui se passait? C'était ça le problème du Congo. Alors, si on ne réagit pas, si personne ne réagit, c'est parce que aussi vous avez des Congolais qui sont dans les Nations Unies là-bas et qui sont toujours en train de contredire ce que dit Kinshasa. Quand Tshisekedi va dire ceci, ces gens-là viennent contredire. Ils ont des lobbies très puissants. Je dis, comment ça des Congolais qui font ça? À ma très grande surprise, il m'a montré des noms. Quand j'ai regardé des noms, j'étais étonné. Ce n'était pas un nom comme Bahaya, ce n'était pas un nom comme Kabongo, ce n'était pas un nom comme Bahati, ce n'était pas un nom comme Tshisekedi, non. C'était des noms comme Nkuruziza, des noms typiquement rwandais. Vous regardez, vous dites ça c'est rwandais. J'ai dit, mais ce sont des Rwandais. Il me dit non, ce sont des Congolais. Ce sont ces gens-là qui sont dans tous les organismes des Nations Unies et qui sont en train de faire exactement le contraire de ce que toi tu me demandes, ce que toi tu voudrais qu'on leur fasse pour le Congo. Et ils font le contraire. Et c'est eux qu'on écoute. C'est pour ça que vous êtes dans cette mer de Congo. Alors j'ai compris que ces gens-là, du temps de Mobutu, qu'il envoyait au ministère de la coopération internationale, qu'on allait les envoyer au PNUD, on les envoyait à l'UFAO, à l'UNICEF, c'était des Rwandais qu'on mettait partout, mais qui étaient Congolais, Zaïrois. Et c'est eux qui sont là. Quand ils s'approchent de leur retraite, ils vont former d'autres qui vont venir les remplacer après. Et c'est un cycle comme ça. Et les Congolais sont gardés loin. Vous allez là-bas, il n'y a pas de Congolais dans ces organismes-là. Il n'y a pas de Congolais d'origine, de père et de mère. Il n'y en a pas ou presque pas. S'il y en a un contre 80 Rwandais, il est complètement immergé dans cette masse de Rwandais et il n'a aucun mot à dire. Il préfère même jouer le jeu pour qu'il continue à gagner le pain pour sa famille, malheureusement. Voilà le genre de Congolais que nous avons. Aujourd'hui, notre pays pourrait devenir indépendant grâce à Tshisekedi.
Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis la nuit des temps, on nous dit Boma Muluba Tikanyoka. Vous comprenez pourquoi? Boma Muluba Tikanyoka. Parce que le Muluba, qui semble être pire que le serpent, serait celui qui va libérer le pays. Serait celui qui, depuis la nuit des temps, a refusé de se prosterner devant les colons, devant les impérialistes. Nous autres Congolais, surtout je veux parler des Congolais de l'Est, tout ce qui est arrivé au Congo partait de l'Est, parce qu'il y a un terrain propice à ça. Parce que nous avons des aînés qui se foutent du pays, qui se foutent de leurs compatriotes congolaises et congolais. Des gens corrompus jusqu'à l'os à l'Est là-bas. Des Bahafu, des Bashi, des Barega, des Babembe, des Bafuliru, des Banande. Tous ces gens-là là-bas, ils sont pourris. Même jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à être de mèche avec l'ennemi, tout en sachant qu'ils ont perdu 12 millions. Et les 12 millions ne sont pas morts abandonnés, ne sont pas morts au Bas-Congo. C'est là à l'Est, Kivu. Et quand je parle de Kivu, je prends le Kivu au complet. Moi, je ne fais pas les différences. Je ne sais pas, non, Kivu, non. Kivu, le grand Kivu, le Haut-Zaïre et le Chaba. L'Est, là, c'est tout là-bas. Des hypocrites. Ils se foutent de leur peuple. Ils se foutent de leurs compatriotes. Pourvu qu'ils aient de l'argent pour eux-mêmes. Quelle racaille! Il y a un compatriote que j'aime bien écouter parler, Kalonjo Mulumba. Il dit toujours que si Dieu portait la grâce sur lui pour qu'il soit président de ce pays-là, il va secouer les choses. Il va passer à des pendaisons incroyables. Je pense que je travaillerai avec lui. Je lui demanderai de me mettre en charge de l'Est. Je vais pendre des gens que je connais. Je vais pendre des gens que j'ai aimés hier, mais que j'ai découvert que c'était des racailles, des pourritures, parce que ils s'en foutent de leurs frères et sœurs. Ils s'enrichissent en voyant le sang de l'air être déversé. Je les pendrai tous, les uns. Et si on n'a plus de quoi pour les pendre, on commence à les étouffer en public. 10 personnes sur un d'entre eux, on l'étouffe jusqu'à ce qu'ils perdent l'âme. Et si les gens sont fatigués d'étouffer, on va les égorger en public, parce qu'ils ne valent pas la peine d'être parmi nous. Vous êtes chanceux d'avoir un président comme Tshisekedi, qui vient d'un parti politique qui a refusé d'utiliser la violence. Moi, j'utiliserai la violence contre ces gens-là qui ont fait mourir, qui ont mis à mort 12 millions de Congolaises et de Congolais. Moi, je l'utiliserai, la violence contre eux. Je ferai comme les Américains font. Quand il y a un Américain qui fait du mal au pays États-Unis, peu importe qui il est, où il est, on le tue. On utilise des drones, on l'attrape en pleine nuit, quelque part, on va le noyer, on l'étouffe, on lui injecte n'importe quoi. Oui, on tue. Aux États-Unis, on tue. Sans hésitation. C'est ce qu'il faudrait. À la prochaine fois.